Non, c'est lui sur le t-shirt. Avec plaisir. Vous êtes d'où? Mais nous, on a une sens sociale au mon chef. Mais pourquoi c'est pas préféré? La dégage quelque chose. Un peu comme au Bangladesh, tu vois, les enfants qui sont dans la rue, t'as l'impression que c'est une vraie humaine, mais ils savent parfaitement ce qu'ils font. Où il faut aller, pourquoi ils doivent faire. Soit tu as l'impression que tu as un peu perdu, mais c'est tout le contraire. Pas dans son regard, tu penses qu'elle est perdue, mais après, c'est. Elle est jeune, elle est déjà avertie. Disons-nous les choses avec monsieur l'Insta. Voilà, c'est moi l'instable photographie. Donc déjà honoré par votre présence. Merci beaucoup d'être venu au Café des Petits Matins. Merci à toi de nous avoir invités. Voilà, donc on est, comme je te l'ai dit, dans ce petit lieu assez convivial, assez feutré. Je suis venu faire une petite exposition des clichés que j'ai pris pendant 6 ans en fait, dans le quartier populaire de la ville dont je suis ici à Créteil, en 94. Donc voilà, c'est des instantanés, c'est des moments de vie, des petits frères, des petites sœurs, des grands frères, des grandes sœurs, tels qu'on vit réellement, sans filtre, sans les clichés qu'on peut avoir sur les banlieusards. C'est la vie telle qu'elle s'y déroule vraiment de l'intérieur. Donc voilà, moi j'ai fait un travail de mémoire photographique que j'ai amorcé en 2012 si tu veux. Parce que je savais que le quartier allait être entièrement démoli, comme ils ont l'habitude de faire. Et vu que c'est un quartier qui était classé ZEP, ZUP, difficile, et qui avait été énormément sali par toutes sortes de médias, je me suis dit on va garder en tête le fait que les Sablières c'était un ghetto, on l'appelait le petit Chicago, tu vois, pour te dire jusqu'où ça allait. Je me suis dit voilà,
il faut donner une autre réalité. Parce que c'est vrai qu'il y avait des choses qui s'y passaient comme partout, tu vois. Mais il fallait aussi être objectif et montrer qu'il y a des belles choses, qu'il y a des belles personnes. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'ai voulu faire à travers ces photos et à travers ce bouquin-là, tu vois, qui s'appelle Une aventure inattendue. Donc c'est les 6 ans de photos que j'ai faites dans le quartier. Il y a une histoire dedans. Donc, c'est l'histoire d'un personnage fictif ou réel, ça je laisse à chacun le soin de l'imaginer. Et c'est un recueil de paroles d'habitants que j'ai fait pendant 6 ans en fait, qui sont transmis à travers cette histoire-là. Donc c'était un travail assez délicat parce qu'il fallait trouver à la fois une espèce d'histoire fantasmée, mais qui n'en est pas une parce que c'est la réalité, à travers les témoignages d'habitants. Donc voilà, tout ce qu'il y a dans ce livre, c'est du vécu. Tout, de A à Z. Il n'y a rien d'inventé. Chaque mot, chaque parole, c'est quelque chose qui est arrivé, c'est quelque chose qui a été dit. C'est vraiment un travail de mémoire. Donc vraiment là, on va dire que c'est un devoir de mémoire que tu as fait. Ouais, c'est exact. En plus, je l'ai appelé comme ça au début. Je l'ai appelé devoir de mémoire. Et vu que souvent on emploie les mêmes termes, tu vois, dans toutes ces catégories, travailleurs sociaux, tout ça, je me suis dit ça n'a pas assez d'impact. Donc c'est un devoir de mémoire avant tout. Et c'est une aventure inattendue parce que ça a été une aventure inattendue pour moi, ce qui s'est passé. Tu vois. La photo à la base c'était un loisir occasionnel, j'ai décidé d'en faire un métier. Voilà, c'est une aventure pour tout le monde. Et les gens de ce quartier-là, et moi, et voilà, tout mon entourage. C'est un travail de mémoire, exactement, c'est un devoir de mémoire. Quel souvenir tu gardes de ton quartier, de ton enfance? Moi, j'ai grandi dans plusieurs quartiers. Donc, Le quartier de Créteil dont tu nous parles, rappelle-nous un peu ce quartier-là, j'en garde que des bons souvenirs. rappelle-nous le nom de ce Ça s'appelait les Sablières. Voilà, les petits prés Sablières. C'est un quartier qui est très connu dans le Val-de-Marne et dans Créteil, tu vois. Donc voilà, c'est un quartier qui est très, très cloisonné. C'est un quartier, je pourrais t'en parler des heures, mais je vais te synthétiser les histoires, tu vois. Moi, j'ai bossé 20 ans là-bas, en tant qu'acteur social. Donc c'est un quartier, je ne peux pas tricher dessus. Dans les années 80, c'était un quartier hétéroclite, tu vois, où il y avait toutes les nationalités, voilà, c'était très riche culturellement. Et puis dans les années 90, quand Paris a décidé de désenclaver le 18, 19, 20e, tu connais l'histoire, ils avaient des quartiers, comme chez nous, qui appartenaient donc à leur mairie, à la mairie de Paris, c'était pas la mairie de Créteil, c'était la mairie de Paris. Et toutes les populations immigrées de l'Afrique subsaharienne, ils les ont déplacés dans ces quartiers-là. Une petite couronne dans le 9-4 chez nous, dans le 9-3, dans le 9-2, on a tous plus ou moins les mêmes histoires. Et c'est eux qui l'ont transformé en ghetto ethnique. Ça, je le dis dans le livre, c'est pour ça que ça ne plaît pas à la mairie, ça ne plaît pas à plein de monde, tu vois, parce que c'est une réalité. Mais moi, j'en garde que des bons souvenirs parce que c'était un village. Il y avait une entraide et une solidarité qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et je pense que si aujourd'hui ils démolissent ces quartiers-là, au lieu de les rénover, parce qu'ils pourraient les rénover, ils font de la fausse rénovation urbaine, ils les détruisent parce qu'ils veulent créer ces liens, ils veulent casser ces liens qu'on a réussi à créer. On a cette force, cette entraide qu'on retrouve nulle part. Moi, j'ai jamais vu une maman, par exemple, porter ses courses toute seule. C'était des immeubles de 5 étages avec des escaliers exigus. Dès qu'il y avait une maman qui rentrait dans le quartier, on l'aidait à porter ses courses. Il y avait une fraternité qui avait nulle part. Les portes étaient ouvertes. Et dans les escaliers, les gens ouvraient leurs portes comme si, tu vois, comme si en fait tu pouvais rentrer chez n'importe qui. C'était vraiment... C'est vrai que les quartiers dans les années 70, 80, après fin des années 90, le changement a commencé à opérer, tu vois, avec l'arrivée à voilà, il y a l'euro, voilà, il y a une deuxième économique, il y a eu la deuxième vague d'immigration, ils n'ont pas retenu les leçons de la première, tu vois. et le capitalisme ambiant qui s'est encore plus, C'est exactement ça. qui s'est encore plus prononcé, quoi. T'as vu, je sais pas quel âge t'as, moi j'ai 41 ans. J'en ai 38. Voilà, nous on a grandi avec le jogging de la ville, comme j'ai au petit frère. On était les plus heureux du monde. On avait le jogging de la ville de Créteil, on était fiers de l'afficher. Après, comme tu le dis si bien, il y a eu tout ce capitalisme qui est arrivé. La société de consommation, tout va vite, on ne sait plus après à quoi on court. Et les petits frères et les petites sœurs aujourd'hui, malheureusement, ils sont pris dans cet étau-là. Je ne suis pas pessimiste parce qu'il y a beaucoup de gens qui militent, il y a des gens qui se battent. Je t'en prie, mon frère. Il y a un tas de trucs. Vas-y. Il peut te présenter? Tranquille.
Il n'y a rien, hein. Claire, c'est ton ami d'enfance. Oh, ouais, voilà, Je ne sais pas s'il va apparaître à la caméra, mais ça serait intéressant. C'est un ami d'enfance. On a grandi dans un quartier proche. Parce que Créteil, en fait, t'as vu, il y a beaucoup de quartiers. Et nous, on a grandi, il n'y avait pas de guerre. Tu vois. Et on était tous unis. On ne faisait pas attention à... Aujourd'hui, avant même de savoir comment tu t'appelles, on me demande c'est quoi ta religion, c'est quoi tes origines. Tu vois. Voilà, moi j'aime pas trop ce monde aujourd'hui. On essaie de mettre les gens dans des cases et ça me plaît pas trop. Tu vois. Et aujourd'hui, quel regard tu portes sur ton quartier aujourd'hui? Quel regard tu portes sur... Le quartier il a été rasé, comme je te l'ai dit, il n'existe plus. Ils ont construit des logements, ce qu'ils appellent la mixité sociale, mais comme je disais tout à l'heure avec quelqu'un, tu vois, la mixité sociale, ça se travaille. Tu vas pas mettre des gens qui font de l'accès à la propriété, donc un certain capital, avec des gens qui ont été 40 ans locataires. Tu peux pas les mixer comme ça, ces gens-là. Il faut faire un travail. Il faut qu'on apprenne à se connaître, il faut qu'on apprenne à chacun à échanger, à briser les barrières, tu vois. Et en fait, voilà, ils en font des quartiers où ils disent qu'il y a de la mixité sociale, mais on voit que peu à peu, les plus pauvres, ils sont dégagés. Et c'est la vraie gentrification. Tu vois, Barbès, aujourd'hui, c'est 9 000 € le mètre carré à la Goutte d'Or. C'est un truc de fou. Et pourtant, au début, ils disaient ouais, on fait de la mixité sociale. Mais en fait, c'est une excuse pour que les plus riches puissent venir, les plus pauvres, sur le moyen terme, s'en aillent. Et à la fin, ça devient des quartiers bobos. Moi, j'ai rien contre. Mais à ce compte-là, il ne faut pas dire que c'est de la mixité sociale. Tu vois. Et là, ce qui se passe dans le quartier, pour rebondir vite fait là-dessus, tu vois, ils sont construits. Les plus pauvres, ils n'y habitent pas. Ils ont mis 30 familles qui habitaient là avant, dans ces nouveaux logements. Mais c'était des familles qui avaient quand même une certaine aisance. Ils ont pu les mettre. Les autres, ils les ont envoyés dans le 77, toujours plus loin en fait. Avant, ils étaient à Paname, maintenant. Pour appuyer ton propos, c'est vrai que beaucoup pensent que ces projets de rénovation urbaine, en tout cas ce projet du Grand Paris, c'est pour éloigner les plus pauvres, les éloigner, on va dire, de la couronne parisienne, pour qu'il n'y ait que des gens qui aient des moyens, qui habitent dans les quartiers aujourd'hui. Mais de toute façon, voilà, on voit que les loyers augmentent, que les taxes d'habitation voilà, augmentent. ce que j'allais te dire. Nous, on se base sur du réel, on se base sur des faits. On peut nous taxer de fantasmer la réalité, d'être des complotistes, mais les faits, ils sont là. Genre, moi, dans mon quartier, il n'y a jamais eu autant d'expulsions qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la gare du Grand Paris, elle se construit à 50 mètres de mon immeuble. On n'en a pas besoin. On habite à Créteil, on est la ville la mieux desservie du Val-de-Marne. Tu vois, on a le TVM, on a le RER, on a le métro ligne 8, on n'avait pas besoin de ces gares. Il y a des banlieues où on en a besoin. Mais ça a un coût et ça a un impact sur les plus pauvres. Donc c'est réel aujourd'hui. Ils ne pourront pas nous dire que ce qu'on dit c'est faux, parce que la réalité elle est là. Le Grand Paris, c'est une façon de chasser les plus pauvres. Voilà. Moi je le pense. Ça aura ses avantages sûrement, mais pas pour les plus pauvres. Ils font toujours plus long. Quel regard portent les gens avec qui tu as grandi, notamment le frère qui est à ma gauche, que j'aimerais bien d'ailleurs qu'il vienne dans la vidéo pour que... On va le mettre dans la vidéo. Voilà, qu'il témoigne un peu de quel regard tes amis et tes proches portent sur ton travail, là, sur ce devoir de mémoire. C'est un honneur pour beaucoup de monde. Tu vois, au début, quand je suis arrivé avec l'appareil, les mecs de ma génération, ils me disaient qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec un appareil photo, tu vois? Ils ne mesuraient pas l'impact que ça allait avoir, comme moi je ne le mesurais pas. Pas du tout. Moi j'étais dans un délire de vouloir immortaliser des instants de vie. Tu vois? Je me suis dit, il faut qu'on garde quelque chose de cette cité parce qu'elle a un véritable passif, tu vois, elle a une histoire cette cité-là. Elle a vraiment une histoire particulière, tu vois, jusque dans les années 90, elle était emmurée là. Il y avait une seule entrée. Il y avait des murs de 2 mètres tout autour, comme des remparts. Tu vois, une vraie histoire. Les gens, ils connaissaient même pas Créteil, les gens de cette cité-là. Ils savaient même pas il y avait quoi à Créteil. Tellement c'était un vrai ghetto au sens propre du terme. Petit à petit, on a fait un travail d'ouverture, tout ça. Mais quand ils ont mesuré petit à petit, en voyant les clichés, en se voyant eux-mêmes, tu vois, ils se sont dit, voilà, il y a vraiment quelque chose, t'as vu, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Donc du coup, on est passé du... t'es dans un délire bizarre, on va dire, tu vois. Vas-y, t'arrêtes pas, continue. Il y avait même des situations que je voulais même pas prendre en photo, tu vois. Des trucs assez... Voilà, c'est assez gore, tu vois, comme on dit. Le mec, il me disait, vas-y, prends, frère. C'est notre vie. Tu vois. Donc, ici, c'est un peu édulcoré, entre guillemets, parce que c'est l'enfance. L'enfance, entre guillemets, c'est l'innocence, même s'ils sont cruels entre eux, tu vois, mais
il y a de la spontanéité qui se dégage, il y a des sourires. Mais après, j'ai fait un travail d'1 an et demi avec des jeunes adultes qui sont, qui sont sur le terrain 24 sur 24, tu vois, qui vivent vraiment, qui mangent des cailloux, comme on dit, qui mangent des pierres. Et là, c'est un aspect beaucoup plus sombre de la banlieue que j'ai montré, mais je voulais le faire parce qu'il fallait faire un travail objectif. Et ça passait par montrer ce qui est beau et montrer ce qui est moins, tu vois. En tout cas, c'est moi dans ma vie, je suis vu comme. À chaque fois qu'on me voit, on me dit ouais, grand frère, tu vois. Tu sais, il y a un respect, pas parce que j'ai fait des trucs de ouf, un respect parce que j'aime les gens, je les ai aidés pendant plus de 20 ans dans ma vie. Aujourd'hui encore, t'as vu, je fais de la photo, j'en dis pas moi de la photo. Tu sais, les gens croient que je suis des blindes, j'en vierchis pas. Je me débrouille, je fais des trucs à droite à gauche, j'essaie de me débrouiller. Mais tu vois, au-delà de la photo, j'aide toujours les gens. Tu vois, dans le quartier dans lequel je suis, là où je fais de la photo en ce moment, ça regarde que moi et les petits frères et les petites sœurs, mais je les aide au-delà de la photo, tu vois. Je garde ce côté-là, militantiste. Nous, du 91, la perception qu'on a de Créteil, par exemple les Sablières, moi je viens de me souvenir tout de suite du son de Rof, 94, où il parle de la cité des Sablières. Il en parle mal en plus, tu vois. Parce qu'il a une histoire avec un grand du quartier, ça fait le tour de chez nous. Et voilà, c'est un quartier dur. En fait, chez nous, Créteil, t'as vu, je vais essayer d'être rapide parce que je parle beaucoup. C'est une ville vitrine, t'as vu, on est une ville préfecture. Quand tu viens, c'est beau. T'as vu, les quartiers, c'est vrai, c'est rénové. T'as vu, nous, quand on était dans le train, dans le RER, on voyait les immeubles avec les balcons en chou, là. Ouais. Et ça, on kiffait, on disait, mais on aimerait bien habiter à Créteil. Nous, les gars de Greenwich, on se disait, Mais tu vas tout le monde rêve là d'habiter là, tu vois, parce que quoi. Et c'est vrai, il faut être objectif. On a un lac, on a un grand lac, on a des espaces verts. Et après, il y a des grosses problématiques sociales, tu vois. Par exemple, les immeubles d'échouent. Désolé pour les gens qui y vivent, tu vois. Après, parce que nous, on se connaît. Il y a des gens qui ont acheté là-bas, tant pis pour eux, j'ai envie de dire, tu vois. Mais, tu vois les balcons là, la lumière elle rentre pas chez toi. C'est fait en cylindre à l'intérieur, donc tu perds de l'espace, tu vois. C'est des vieilles constructions, tu vois. Donc quand tu vois de l'extérieur, tu te dis ouais, c'est propre, et c'est vrai, c'est une ville propre, c'est une ville préfecture. T'as l'impression qu'il se passe rien, mais nous on vit là-bas. Enfin, moi j'ai déménagé, je vais être objectif. J'ai vécu 40 ans là. Ça fait 7 mois que j'ai déménagé. Mais le bitume, je l'ai mangé, j'y ai travaillé. Il se passe beaucoup de choses comme dans plein de banlieues. Mais en fait, le maire qui est là depuis longtemps, il a un certain pouvoir qui fait que voilà, on n'en parle pas trop de la ville. Et tant mieux, j'ai envie de te dire. On en parle de manière un peu édulcorée, mais c'est pas grave. On sait que nous, en tout cas, il y a des vraies problématiques. Il y a des gens dans le besoin. On a un taux de chômage qui est l'un des plus élevés du département, par exemple. Ça, les gens ne savent pas. Tu vois, Créteil, c'est une ville où il y a énormément de chômage. Voilà, il y a des vraies problématiques. Du coup, pour finir, j'ai vu un de tes statuts où tu parlais du fait que tu n'avais pas forcément le soutien de ta municipalité. J'ai aucun soutien. Pour avoir, comment dire, le soutien par rapport à ton travail. Ouais, j'ai aucun soutien. Je vais te dire, c'est dû à quoi? Dis-nous avec tes mots. Je vais te donner une anecdote, parce qu'elle est marrante. Ils m'ont écrit un courrier que j'ai reçu hier. Tu vois, je leur ai écrit des lettres et des lettres. Pour les avertir sur la problématique du deuxième quartier où j'ai fait mon reportage. En leur disant attention, c'est un quartier résidentiel, mais il commence à y avoir des vrais problèmes. Je leur ai listé, ils les connaissent les problèmes, tu vois. C'est passé des trucs graves, tu vois. Les petits frères et les petites sœurs là-bas, ils sont en train de dériver. Moi, je leur ai dit voilà, il n'y a personne qui s'occupe d'eux. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'éduc. Faites un point relais, quelque chose, un bige, un pige. Donc voilà, il puisse y avoir des interlocuteurs. Ça fait 1 an et demi que j'ai écrit à la mairie. J'ai écrit des courriers, des courriers. Je me suis déplacé à la mairie il y a 2 mois. Je lui ai remis le livre au maire. Pas en main propre, il était à 3 mètres de moi, mais il n'a pas pu me recevoir. Et dedans, j'ai glissé une enveloppe. Je lui ai dit ce que je pensais clairement. Là, hier, je reçois un courrier où il me dit, je sais que c'est pas lui qui l'a écrit, c'est des courriers types, où ils me disent super ton travail, franchement tu mérites d'être reconnu et tout, bravo à toi. Mais sur les faits, dans la réalité, et ça je le sais parce qu'il y a une personne qui m'a eu le courage de me le dire, je ne vais pas la citer parce qu'elle aurait des ennuis. Grosso modo, dans la ville, il y a un mot d'ordre, l'insta photographie, donc moi-même tu vois, vous ne l'exposez pas, vous ne lui donnez pas de force parce qu'il ne représente pas la ville. Moi j'ai jamais dit que je représentais la ville, j'ai fait un travail sur 2 quartiers. Après ça ne plaît pas parce que tu as vu dans le livre,
je parle du Grand Paris, je parle d'une descente de police musclée dont j'ai été victime et dont les petits frères et les petites sœurs ils ont été victimes. C'est du vécu tout ça, tu vois. Moi je fantasme rien. Je parle de pourquoi il n'y a que des noirs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent pourquoi tu prends des noirs en fait. J'explique pourquoi. Pourquoi c'est devenu un ghetto. Pourquoi c'est devenu un ghetto black, c'est devenu un ghetto noir. Tu vois, c'est une politique qui a été menée. Comme dans beaucoup de sites, et la plupart des sites banlieues parisiennes, bah, c'est dû à, comment dire, à les récentes immigrations en fait, qui sont venus d'Afrique noire. Et en fait, ils les mettent. Ouais, ils mettent tout le monde dans les cités pauvres. Tu vois, comme je te disais au début, dans les années 80, il y avait des feux, il y avait des rebeux, il y avait beaucoup de rebeux, tu vois. Il y avait des Français de souche, même si j'aime pas ce mot-là, tu vois. Il y avait une famille africaine, frère. En 2000, il y avait 70% de la population qui était immigrée de l'Afrique subsaharienne. Tu leur demandes d'où ils viennent, 18e, 19e, 20e, 11e et un peu 13e. C'est la mairie de Paris qui les a mis. Donc après, quand on vient de dire, ouais, vous voulez rester entre vous, vous créez des ghettos, rien demandé. Ces gens-là, ils n'ont rien demandé. Je rebondis sur ce que tu dis, toi. On sait que Manuel Valls, il y a quelques années, a parlé d'apartheid territorial. Et genre, ça a offusqué des gens, où genre, les gens ont découvert que dans les quartiers, ça vivait qu'entre Renois et Rebeux, et aujourd'hui beaucoup plus entre Renois. Et nous, sur Grigny, tu as vu, on a fait un petit reportage avec Carté, on parle du fait que, carrément, à Grigny, il y a des quartiers qui sont en mode... Moi, j'ai connu... Il y a un quartier, il n'y a que des Antillais, un autre quartier, il n'y a que des moyens d'individus. Je vais te dire un truc, j'ai parlé avec un mec de chez vous, t'as vu? Je sais pas si je peux le citer ou non, mais voilà. Je suis en communication avec un mec de chez vous qui est assez actif sur Grigny. Et moi, j'ai connu les grands ensembles de Grigny, je te parle pas de la Grande Borne. Je te parle des grands immeubles, je sais pas comment ça s'appelle ce quartier-là, tu vois, Grigny 2. Il y a Grigny 2. Moi, j'ai connu Grigny 2, j'avais 10 ans. Tu vois, c'était il y a 31 ans, avec des blancs. Ah ouais, c'était luxueux. C'était luxueux, frère. Moi, j'avais mon cousin et ma cousine qui habitaient là-bas. Il n'y avait que des blancs, frère. C'était une résidence de luxe. Je suis revenu il y a 5 ans pour faire un déménagement pour un ami. La majorité des populations immigrées d'Afrique centrale, ils n'ont pas demandé à venir là. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas les gens qui disent on veut aller là, ça se saurait. Ça serait pas trop beau si tu disais je vais aller habiter là, ok, vas-y. Non, c'est les politiques qui les mettent. Donc oui, il y a des ghettos, bien sûr. En France, il y a des ghettos ethniques, oui. C'est pas nous qui les créons. L'homme fort, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer à te suivre. Et on va approfondir notre entretien parce que sur ces sujets de l'immigration et de ce qui se passe dans les quartiers aujourd'hui, j'ai beaucoup de thèmes à aborder. Et ça me rappelle un reportage, l'histoire d'une nation. Pour une fois, ils ont fait un reportage sur France 2 où les mecs, ils t'ont vraiment retranscrit l'immigration et retracé vraiment les Espagnols du courage qui est arrivé avec les acteurs. Ah, moi, je suis de papa italien. Mon père, il me disait, quand je parlais avec la famille, ils étaient vus comme des pestiférés. Sauf qu'on a, entre guillemets, hein, vraiment l'avantage d'avoir plus fondre dans la masse, c'est par la couleur. Le racisme en France, c'est toujours été là. Voilà, il y a des minorités bah voilà, les Italiens sont... Ça a été les Italiens, les Espagnols, les Portugais. Voilà. Après, ça a été les Arabes. Après, ça a été les Noirs. Après, ça a été les Roms. Aujourd'hui, c'est les musulmans. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et on va dire que ceux qui ont réussi un peu plus à glisser, bah, quelqu'un qui est européen. Exactement, mais c'est une réalité. Un Italien qui est européen aussi, bah, c'est une réalité. En fait, ils peuvent plus se fondre dans la masse qu'un Africain noir. C'est très très vrai. Ou un Rebeu qui est un peu trop mat, enfin un peu plus mat. De toute façon, pour avancer, il faut reconnaître son histoire. Il faut reconnaître son passé, il faut reconnaître son présent. Tant qu'on sera dans les non-dits, dans le c'est pas vrai, renier ce qu'on a fait, renier ce qu'on fait, on n'avancera jamais en France. C'est une certitude. On avancera nous, moi, comme tu fais toi, comme j'essaie de faire de moi, enfin moi, vraiment à ma petite échelle. Et on avancera en microcosme. Quand les gens ils auront pris vraiment conscience des erreurs qu'on fait et qu'on a faites, on aura dépassé tout ça, on sera très très bon. Tu vois. Mais après, à qui ça profite tout ça, c'est une autre question. À qui profite la division? T'inquiète, là tu soulèves plein de questions et on va en discuter une prochaine fois. En tout cas, je te remercie. C'est moi qui te remercie. Vraiment, merci. Il y a une photo qui t'a interpellé. Oui, une photo d'une petite. Très brièvement, j'explique parce qu'en fait, ça me fait penser un peu les camps de réfugiés, les enfants qui sont déjà prêts à la vie, tu vois, qui les attendent. Et en fait, c'est une petite africaine qui est là dans son quartier, qui a l'impression qu'elle est un peu perdue, égarée, mais au contraire, tu vois, moi, ça me rappelle une enfant qui est dans un camp, qui est là, et qui est toute innocente, mais qui est déjà prête, tu vois. Donc, c'est des photos très très parlantes et ça m'a beaucoup interpellé. La photo dont tu parles, est-ce que tu vois c'est laquelle? Ouais, je pense que tu parles de celle-ci là-bas.
En fait, tu as vu, comme je te disais tout à l'heure, nous c'était un quartier qui était vraiment familial. Déjà, c'était un ghetto ethnique, donc tu sais très bien comment ça se passe chez les Africains, tu vois. Le plus petit qui s'occupe du plus petit, le plus grand, tu vois. Donc, et vu que c'était un quartier très fermé, on se sentait très en sécurité. Donc c'était un village, les gens ils sortaient de chez eux comme ils sortaient dans le village, tu vois. Et en fait, cette histoire-là, cette photo-là, elle a une histoire. La petite, elle sortait de son hall. Tu vois, elle était avec sa petite culotte, sa petite peluche, tu vois. Et elle a tourné la tête, elle m'a vu, boum, j'ai vu. C'est ça qui fait la magie un petit peu des photos, c'est que on retrouve ces photos-là presque plus nulle part maintenant, tu vois. Parce qu'ils ont détruit tout ça. Cette fraternité, tout ça, ils l'ont détruit. Donc voilà, moi j'ai réussi à l'immortaliser, et c'est grâce aux gens, je dois tout à ces gens-là. Je le dis tous les jours. Sans eux, il n'y aurait rien eu. Donc voilà, cette photo-là, ouais, elle est magique, cette photo. Les gens, à chaque fois, ils me disent, ouais, la petite, elle est. Tu sais, ils sont offusqués, ouais, elle est en culotte. Regarde, ton enfant chez lui se balade pas en culotte. C'est rien. La nature. Merci à vous. Merci.